Coucou, bienvenue dans Moment Mode, le podcast qui t'invite à découvrir l'univers de la mode autrement. Ici, on parle de comment la mode influence notre quotidien, ses bons et ses mauvais côtés, et on explore des approches comme la seconde main, les marques locales et le fast fashion. Mais inquiétez-vous pas, on va aussi discuter de notre palette de couleurs et de petits conseils stylistes. Il y en a pour tout le monde. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi pour aller courir ou faire ta petite marche de la journée. C'est l'heure de ton moment mode, ton moment à toi. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Moment Mode. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. On a travaillé extrêmement fort. Donc, on a super hâte de vous présenter cette belle saison qui commence à partir de maintenant. Alors, j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour cet épisode où on va accueillir une styliste personnelle qui travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. On lui a préparé une petite liste de questions pour en apprendre plus sur son métier et dans celle-ci, on va intégrer aussi vos questions à vous, les auditeurs, parce qu'on sait que vous êtes très curieux aussi. Pour débuter, on va commencer un peu sur l'historique du stylisme. Ça vient d'où ce métier-là? Parce que c'est un métier un peu mystérieux. Souvent, je dis « Ah oui, je suis styliste », puis les gens sont comme « Wow, tu fais des vêtements ». Et je suis comme « Ben non, pas du tout. En fait, moi, je prends les vêtements des designers pour habiller les gens. » C'est vraiment une petite différence qu'on va un peu plus creuser aujourd'hui. Alors, le stylisme, c'est une longue histoire qui remonte au début de la mode elle-même. Les origines, un peu, c'est avant l'industrialisation. C'est quand les vêtements étaient majoritairement faits sur mesure par des couturiers. On en connaît plusieurs. Chanel, Prada, Gucci. Donc ça, c'est vraiment toutes les maisons de couture qui ont un peu dicté l'histoire. Souvent, ça a été les premiers créateurs de mode qui étaient considérés comme stylistes parce que c'est juste ça qu'on connaissait. Par la suite, quand il y a eu l'émergence des magazines comme Vogue ou Harper's Bazaar, l'idée de conseiller et d'influencer le style des gens a pris beaucoup d'ampleur. Donc, les premiers stylistes étaient souvent des rédacteurs de mode parce que c'est ceux qui créaient des looks pour les séances photos. Vers 1950 à 1980, c'est là où l'apparition du stylisme a vraiment fait son essor. Donc, les célébrités et personnalités publiques ont voulu faire appel à des experts parce qu'ils voulaient un peu affiner leur image. Ils voyaient des belles photos dans les magazines, dans les séries. Donc, ils voulaient un peu se montrer sur les tapis rouges, les événements. C'est là où on a pu voir des looks iconiques des stars comme Marilyn Monroe, par exemple. En 1990 jusqu'aux années 2000, les enfants des années 2000, on le sait tous, on a été beaucoup influencés par Sex and the City, Friends, toutes des émissions en fait qui nous ont beaucoup touchés et qu'on voulait vraiment ressembler aux acteurs. On aimait leur mode et on le sait, ça nous influence encore aujourd'hui. Rachel dans Friends, tout le monde veut avoir sa coiffure ou son habit. Donc, ces années-là ont vraiment été touchées par la montée en puissance des médias et du culte de l'image. Alors, les stylistes personnels sont devenus incontournables. Maintenant, le stylisme est vraiment diversifié en plusieurs branches. Donc, on a besoin de stylisme de mode pour les magazines, les défilés. Ensuite, styliste personnel avec des clients privés, ce qu'on va parler aujourd'hui plus en profondeur. On a aussi du stylisme commercial, donc plus pour des marques, la publicité par exemple, tout ce qu'on voit à la télé, ça c'est vraiment plus commercial. Finalement, on a du e-stylisme, donc je crois que c'est le domaine qu'on entend un peu moins parler, mais c'est en fait avec justement l'essor des réseaux sociaux et le shopping en ligne. E-stylisme vont aller magasiner des choses soit dans des friperies ou dans des boutiques et vont créer des bundles. Un bundle, c'est un lot de vêtements qui va être créé par le styliste et qui va vendre préfet sur Internet et les gens peuvent acheter ça
Le stylisme est donc né, en fait, avec la mode et a évolué avec les besoins de représentation et d'expression des individus. Donc voilà, ça, c'était le petit côté un peu plus historique. Mais là, on entre dans le crunchy de l'épisode. Alors, c'est le moment de vous présenter notre invité spécial du jour. Donc, ça a été ma mentor, en fait, en stylisme personnel. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a toujours été sincère, toujours accueilli les clients d'une manière tellement facile qu'il était tellement à l'aise de nous dire tout ce qui les dérangeait. Et j'ai beaucoup appris aussi. Elle n'a pas eu peur de me donner tous ces trucs. Et vraiment, j'en apprends encore tous les jours. Et c'est encore quelqu'un qui m'inspire énormément. Et c'est pour ça que je l'invite pour notre premier épisode. Alors, Isabelle Gauvin, bonjour. Allô? Là, déjà, j'ai les yeux pleins d'eau. Oui, moi aussi. Tu m'as touchée. Mais ça m'émue de faire ça avec toi aujourd'hui. Ben oui, bravo. Je suis tellement contente d'être là. Puis je trouve tellement ça le fun, ton projet. Merci. Bravo, Maïra. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je commence à avoir hâte que le printemps s'installe pour ouais, vrai. Moi aussi. Mais on est toujours près d'avance, hein, beaucoup, quand on travaille dans le style et la mode, là. On y pense plusieurs mois d'avance, fait qu'on dirait que ça aboutit jamais. Mais on a commencé la saison, on voit des clients. J'adore ça. Quand je me suis bien reposée là, avant, ben je suis prête pour une saison, puis j'ai très hâte. Très cool. Et là, aujourd'hui, justement, avant de commencer, on va parler un peu de notre look parce que là, les auditeurs ne nous voient pas. Aujourd'hui, décris-nous un peu comment tu es habillée et l'élément que tu aimes le plus de ton look en ce moment. Bien, ce que j'aime le plus de mon look en ce moment, c'est ma chaussure. J'ai la Samba qui est brun chocolat avec les lacets jaunes, mais surtout parce que c'est des flats. J'ai porté beaucoup des bottes à talons cet hiver, un genre de bottes cow-boy. Puis je me suis donné mal dans le dos. Fait que là, c'est comme un répit. Je me suis dit, là, il faut que je me trouve vraiment quelque chose de confortable. Mais aussi parce que sont nouveaux puis sont le fun. Puis je trouve qu'ils donnent le ton. Pour les auditeurs, là, il faut toujours partir d'un point central quand on se fait un outfit. Tu pars de quelque chose qui t'inspire puis que tu as le goût de mettre puis tu brodes autour de ça, comme quand on fait une toile. Après, j'ai agencé mon pantalon, qui est un pantalon brun, là, le Effortless de Aritzia classique. Une veste en jeans, une petite veste de nain courte. C'est un peu comme un chemisier, puis c'est souple et confortable. Le petit foulard que j'ai pris ça dans une vente vintage. C'est un petit foulard style années 70, brun, jaune, qui s'agence avec la chaussure et le pantalon. J'aime ça. On dirait que ça fait un peu la nouvelle collection Louis Vuitton. Ah, j'aime ça. Je trouve, comme, mais de ta manière, mais je trouve que ça fait un peu cowboy, mais pas trop, en tout cas. Merci. Puis il y a la monture de lunettes qui est nouvelle. Il fallait vraiment que je change ma prescription. La Céline, mais j'ai été inspirée par la collection Miu Miu. Il y avait beaucoup de modèles de lunettes qui étaient dans ce style-là. Ils sont magnifiques en plus. Je porte des bijoux d'une créatrice québécoise, Horacée. Oui. Ouais. Ah, wow, j'adore. Puis j'aime le kit. Ça faisait longtemps que je faisais plus ça, puis j'ai recommencé à faire ça, mettre des kits. La boucle d'oreille qui match la bague. Mm-hmm. Mais ça fait tout, on dirait. Je trouve des petits bijoux comme ça. Il y a aussi Pilgrim qui vient de sortir une nouvelle collection hier ou avant-hier, et je l'adore aussi. Tu sais, c'est comme juste des petits éléments un peu funky qui changent tout, je trouve, Ouais. J'aime ça. Puis en plus, ben, la designer, je trouve qu'elle fait des choses tellement elle est très, très talentueuse. Je l'ai achetée à la petite boutique de la designer québécoise. Sarah Bijoux? Non, qui est juste ici sur Van Horn ou Bernard. Ah, Elisa Faulkner. Oui, Elisa Faulkner vend Horacée. OK. Ah, je savais pas. C'est un bon conseil, les gens. Faut aller voir Elisa Faulkner pour avoir... la boutique d'Elisa Faulkner est vraiment cute. J'ai acheté des vêtements là-bas. Il n'y en a jamais trop. On voit bien. La mise en marché est le fun. Puis quand on fait des capsules avec d'autres personnes, c'est vraiment intéressant aussi. C'est vraiment des beaux. Mm-hmm. Alors, on va commencer. Parle-nous un peu de comment tu as commencé. Parce que là, ça fait 16 ans
que tu fais ça? Ça fait 18 ans. 18 ans, OK, mon Dieu, ça fait... Ouais. Fait que tu connais bien ton domaine. J'avais 33 ans quand j'ai commencé en stylisme. Avant ça, j'ai fait des études en droit. Évidemment, c'était pas moi du tout. Wow. C'était pas moi du tout. J'ai fait 1 an. Ben 1 an et quelques mois parce que j'étais orgueilleuse puis je voulais passer ma première année. Ça me surprend pas. Après ça, j'ai laissé ça parce que, écoute, il faut que tu sois un passionné de lecture. Puis moi, j'ai un TDA, là. Je suis all over the place. Surtout là. les mots utilisés aussi, c'est tellement niche que... Oui, il faut vraiment que tu sois passionné de lecture. Tu sais, on pense que c'est vraiment par rapport à la rhétorique, puis à vouloir s'exprimer, puis à bien parler devant des groupes. Mais au départ, il faut que tu sois plutôt intellectuel. Bref, j'ai fait des communications après, un bac en com, et j'ai travaillé en agence de branding, design, marketing. J'aimais beaucoup faire le contact avec le client. Puis après ça, j'ai fait de la DA, ce qui veut dire, ben c'était de la DA plus organiser les photoshoots, travailler, engager photographe, mannequin et styliste. Et c'est là que j'ai vu le métier de styliste. Mais j'avais un appel pour le métier, mais j'aimais aussi le branding. Mais le branding de produits, je trouvais ça moins intéressant. Fait que je me disais, comment faire du branding d'humain sans que ça devienne comme que l'humain devienne un produit, là, tu sais, sans que ça soit superficiel, mais parce que le branding, ça part vraiment de la personnalité. Puis ça m'intéressait beaucoup. Alors là, j'ai eu l'appel du styliste, puis en même temps, là, c'est tout arrivé en même temps, j'ai vu qu'il y avait une fille qui s'appelait Rachel Zoe dans le temps. Elle fait encore ça à Los Angeles. Elle avait une émission sur Bravo TV, puis on la voyait faire son métier. Beaucoup avec des artistes, mais moi, je me disais, je vais le faire avec monsieur, madame, tout le monde et avec des artistes. Je vais faire les deux. Fait qu'un va me donner de la visibilité, l'autre va me permettre de bien gagner ma vie. Puis je me suis lancée, puis sincèrement, il n'y avait rien pour m'arrêter. Je le sentais, là, dans mes tripes, que c'était ça que je voulais faire. Ça mettait toutes mes forces ensemble. Mm-hmm. Puis comment tu fais justement pour commencer puis aller chercher ces clients-là? Tu sais, quand tu commences puis tu dis Ouais. « Hey, je veux habiller Mélissa Desormeaux-Poulain », tu sais. Oui. Bien, en fait, la première artiste que j'ai habillée, c'est la Renée Martel. RIP Renée Martel, qui était extraordinaire, une chanteuse de country. Puis Renée, c'était la photographe qui faisait son album, le cover de son album, qui m'avait appelée parce qu'elle venait de savoir que je la connaissais, mais elle venait de savoir que j'avais commencé comme styliste, fait que c'est un addon. Et du côté personnalisé, c'était une connaissance de Sherbrooke qui était avocate qui m'a demandé « Ça fait combien de temps que tu fais ça? » Puis là, j'ai fait un petit white lie. Là, j'ai dit que ça faisait 2 ans, mais j'en avais jamais fait. Fait que là, j'étais paniquée. Mais c'est toujours des petits mensonges de même, ça aide. C'est ça. J'étais paniquée. Puis en fin de compte, c'est ça. Moi, le conseil que je donne à tous les entrepreneurs, c'est si tu veux commencer, commence. Ouais. Fais un premier client. Ça ne sert à rien de passer des années sur un plan d'affaires, sur des cartes d'affaires, sur un site web. Oui, à un moment donné, il faut que tu aies une vitrine, mais le meilleur truc, c'est pitch-toi. Ouais, lance-toi puis essaie quelque chose. Puis au pire, ça fonctionne pas, mais au moins tu l'aurais essayé. Oui, c'est ça. Fait c'est comme ça que ça a démarré. Puis après ça, quand tu y mets tout ton cœur puis que tu es vraiment passionné, bien, les références, les gens se sont mis à me référer. Oui, puis après, ça déboule. Puis... C'est ça. Là, à un moment donné, ben c'est ça. Il faut que tu gères la demande, mais ça, c'est un beau problème. Puis justement, c'est quoi qui te passionne le plus par ce métier-là de stylisme? Ce que j'aime le plus, c'est les premières rencontres. C'est de faire connaissance et de voir le style de la personne en lien avec sa personnalité, de connaître ses goûts, de connaître son mode de vie, d'analyser sa silhouette, de voir... Puis quand je mets le doigt sur qu'est-ce qu'est son style intrinsèque, là, il y a vraiment un sentiment vraiment le fun parce que là, toutes les idées après ça viennent. Parce que le vêtement, c'est l'outil qui met en valeur la personnalité. Ah, c'est ça, on en a discuté un peu avant que le podcast commence, mais on parlait de la différence entre la mode et le stylisme. Oui. Puis toi, tu disais que tu trouvais justement qu'il y avait une différence entre le vêtement pur et... Bien, je trouve que pour moi, parce qu'on me dit souvent, toi, tu es passionné de mode. Puis j'ai tendance à reprendre et à dire, je suis passionnée de style. Parce que pour moi, le style,
c'est pas juste en lien avec le vêtement. Tu peux avoir du style et ne pas être à la mode. Tu peux avoir du style puis juste aimer mélanger des textures, des couleurs et bien te connaître. Mais pour être stylé, la chose qu'il faut, c'est se connaître ou se faire aider pour se connaître. La mode, c'est pas moins important, c'est pas moins beau. La mode, c'est un art pour commencer. En Europe, puis dans beaucoup de pays, c'est un peu plus valorisé comme étant un art. En Amérique du Nord, c'est un petit peu plus de la consommation, mais reste que pour moi, c'est un art en général. Ben oui, tu t'exprimes comme ça aussi. Ben c'est ça. Sauf que vu qu'on tombe beaucoup dans la consommation avec la mode, là, il y a tout le fast fashion, les tendances en lien avec vendre le plus possible et tout ça, que ça, je suis moins à l'aise avec ça. Je préfère le style. Oui. Mais justement, après 18 ans de carrière, comment est-ce que tu fais pour te challenger avec tout ça, tous ces changements-là de fast fashion, puis là qu'on parle full de seconde main et tout. Oui. Comment, après 18 ans, tu peux encore te challenger avec toutes ces nouvelles choses-là qui sortent? Ben justement, tu as le bon mot, ça me challenge. Ouais. Mais c'est tout positif. Pendant la pandémie, j'ai eu du temps pour me remettre un peu en question. Puis, c'est là que j'ai parti After Me, qui est une collection de seconde main. Je dis de luxe parce que c'est plus comme du haut de gamme, là. L'idée du luxe, c'est que ça soit une belle confection puis des belles matières. Donc, j'ai ça. Fait que je reprends des vêtements de certaines clientes et je les revends à d'autres clientes qui viennent me rencontrer. Pendant un temps, on a eu un site web où on vendait en ligne, mais c'est très, très, très demandant. Beaucoup de travail, les photos et tout ça. Fait que là, je me suis concentrée sur dire, c'est une collection que j'ai. Puis quand on vient me voir comme styliste, j'ai des éléments à travers le shopping que je fais en magasin. Je glisse des éléments de la collection After Me qui est du seconde main. Ça me permet à mes clientes aussi de... Tu sais, quand ils font des erreurs, hier, je suis allée chez une cliente, elle avait acheté une paire de chaussures, une ballerine style Mary Jane à 800 $ chez Essence, puis elle l'aimait pas, puis elle avait pas porté. Tu sais, ça lui permet de la revendre puis de pouvoir s'acheter autre chose. Tu sais, elle avait fait une erreur, fait que... Puis souvent, en plus, les magasins ne nous offrent pas de faire des retours. Fait que c'est ça, après, le petit... Oui, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, les retours, puis aller en magasin. Oui, pour les stylistes, c'est ça le petit... peut-être le petit défi, encore une fois, de dealer avec, justement, achat-retour, etc. Bien, c'est difficile. C'est difficile parce que il y a toutes sortes de stylistes. T'sais. Il y a des stylistes comme nous, comme moi, je fais plus du styliste personnel. Fait que quand j'emprunte des vêtements ou que j'achète des vêtements, c'est pour les revendre. Mais il y a des stylistes qui font des emprunts pour des projets. Il y en a qui font des achats-retours. Donc là, les magasins sont un peu pris, là. C'est ça. Ils savent pas trop à qui faire confiance puis qui est-ce... c'est ça. Fait qu'ils nous mettent tous dans le même panier, sauf que quand tu achètes des gros montants dans des boutiques par année, quand tu te fais moins bien recevoir, c'est un peu frustrant pour une styliste. Je comprends totalement. T'sais, les gens, ils pensent vraiment là, qu'on a des gros avantages, qu'ils nous font des gros rabais, des cadeaux, qu'ils nous accueillent à bras ouverts parce qu'on achète, mais c'est pas ça la réalité. Mais justement, tu sais, les gens qui savent pas trop c'est quoi une styliste, qu'est-ce que tu leur dirais pour, admettons, une styliste personnelle? Qu'est-ce que tu leur dirais pour dire, hey, c'est important des fois de se payer la traite puis de se payer un service de styliste? Il y a des bienfaits à ça. Bien, c'est drôle que tu parles de ça parce que la semaine passée, j'ai fait une conférence, puis j'en avais parlé aussi à la radio à 98.5, puis j'ai fait une conférence avec des femmes de la Banque nationale qui sont elles font beaucoup de rencontres avec des clients en patrimoine et tout ça. Puis on parlait de l'image, puis on parlait du fait que l'image est un peu tabou. Tu sais, on a l'impression
que l'image, c'est superficiel. Mhm. Si on fait attention à notre image, on n'est pas authentique. Ouais, 100%. Puis au Québec, l'authenticité, c'est vraiment important. T'sais, c'est vraiment une valeur qu'on a beaucoup à cœur. C'est bien correct, mais c'est pas parce que tu fais attention à ton image que tu n'es pas authentique. C'est ça, exactement. Parce que chaque personne a son style, a sa manière de faire, puis il y en a justement qui aiment ça, mettre du temps sur à quoi ils ressemblent parce que ça affecte notre vie de tous les jours. Tu vas au travail, tu es en jogging, la personne ne va pas te prendre au sérieux, tu sais. Bien, c'est ça que je disais un peu dans ma conférence. Je disais, si tu t'en fous puis que tu négliges ton image, tu vas partir, mettons, à -20. Ouais. Puis là, après, avec tes connaissances, tes compétences, là, tu vas remonter la pente en prouvant à ton interlocuteur ou à la personne que tu rencontres que, oui, tu as de l'allure. Mhm. Si tu as de l'allure dans ton image, au début, tu pars, mettons, à 0, et là, tes compétences, là, tu te retrouves à +20. Donc, c'est juste comme ça te fait économiser du temps. C'est ça. L'idée, c'est que ton image soit connectée avec ta personnalité. Oui, Fait que c'est dans ce ça. temps-là, c'est hyper puissant. Il y a des statistiques qui disent que 93 % de la première impression est sur juste l'image. Donc, le non-verbal et 55 % de ça juste sur le visuel. Donc, la première impression, automatiquement, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, même si on veut pas, là, même si on veut pas puis qu'on veut dire que l'habit fait pas le moine, là, c'est pas vrai, c'est prouvé scientifiquement. Tout le monde le fait sans même s'en rendre compte. Donc, pourquoi pas se donner une longueur d'avance puis se donner une chance? Puis en plus, ça peut être le fun. La seule chose, c'est que malheureusement, ça demande du temps et de l'énergie. C'est comme s'entraîner, c'est comme bien manger. Ça demande du temps, ça se fait pas toute seule. Mais c'est pour ça aussi que je trouve qu'une styliste, ça aide dans ce processus-là parce que, oui, OK, ça prend du temps, de l'énergie, en trouver une, faire des rencontres, mais après, tu laisses ça aller, tu fais confiance un peu, puis tu reçois par la suite de la confiance en soi. Tu sais, Oui, t'apprends ben, je dis oui, t'apprends à t'aimer un peu en ayant un style que t'aimes. Fait que c'est le fun de se dire, OK, je vais laisser ça aller, j'y pense pas, je me concentre sur mes choses pendant que ma styliste, elle s'occupe de trouver le style que moi, je veux vraiment. Bien, c'est ça. Puis on prend vraiment le temps de décortiquer qui tu es, qu'est-ce que t'aimes et tout ça. Puis après ça, bien, ça se transforme avec le vêtement, tu sais. Mais écoute, les bienfaits de ça, on parlait de l'image dans un contexte de travail ou même dans un contexte personnel. Après ça, la confiance, tu sais, avoue que quand t'aimes ton kit, tu passes une meilleure journée. Ben oui, 100%. Moi, des fois, ben là, justement, je suis habillée en mou parce qu'aujourd'hui, j'étais comme, OK, je vais faire mes petites choses. Mais dès que je m'habille, je suis comme, OK, je vais sortir, je vais aller faire ça, Ouais, oui. ça. Ah oui, ça change tout. Ça donne, ça rend heureux aussi parce qu'on se sent soutenu, on sent qu'on a... qu'on rayonne. Donc, ça, tu sais, c'est vraiment important. Ça nous permet aussi de rendre notre message plus fort, d'avoir la confiance d'aller vers des gens. Tu sais, quand tu te sens pas bien puis que t'es tout croche là, en pyjama chez toi, là, t'as pas le goût nécessairement de sociabiliser, là, de socialiser, qu'on dit. Drôlement, quand tu prends le temps de t'habiller puis de te mettre belle puis d'être bien dans ton kit, ben tu as plus le goût d'aller vers les autres. Puis, admettons, toi aussi, justement, parce que, tu sais, t'aides les gens aussi à trouver leur style et tout, mais après ça, tu sais, t'as ta compagnie, fait que j'imagine, tu sais, il faut que tu te mettes de l'avant aussi pour, tu sais... Ah, ça, des fois, c'est lourd un peu, j'avoue. Ouais, ben c'est ça, je me demandais. Parce que là, la styliste, elle peut pas arriver tout croche. Mais tu sais, on s'entend que... Oui, l'image, mais tu sais, on a besoin des breaks, là, des fois. Là, ben là, j'arrive d'un voyage en Thaïlande, là, j'ai été en pantalon de lin puis en petit top simple, là, puis pas maquillée, puis rien, là, pendant tout le voyage. Mais en même temps, il y a ce que je dis à mes clientes,
tu sais, moi, je le fais pour moi. Ce que je dis à mes clientes, c'est qu'il y a des moyens aussi de faire attention à son image en étant décontracté. Tu sais, la fin de semaine, puis la semaine, moi, je vois une différence. Tu sais, ben, avec mes clientes, on fait la différence. Bien, c'est sûr que ça va être un peu plus décontracté. Bien, là, tu as une chance d'aller vers plus de confort. Par exemple, si la semaine, ben là, tu es dans des vêtements qui sont un petit peu plus structurés, bien, il y a une différence. Mais c'est quand même le fun parce que si tu passes du décontracté au plus habillé, bien, comment je veux dire, ça te tente plus d'aller vers du structuré quand tu t'es reposé quelques jours. Tu le sais que comme ça va arriver. Moi, ça fait souvent un switch quand il y a les saisons qui changent. Ouais. Fait que l'hiver, ça me prend plus de misère à me dire, OK, je vais m'habiller, je vais sortir. Mais dès que la chaleur arrive, ben là, je suis comme, OK, là, j'ai envie d'essayer plein de petits kits. Puis tu sais, ça aide aussi à, je sais pas, avec la température. Oui, la température, c'est sûr que ça joue. Ici, c'est super le fun, les 4 saisons, là, parce qu'on peut s'habiller de différentes façons et tout, mais c'est quand même pas facile. Puis quand on regarde sur Pinterest, par exemple, pour s'inspirer, là, puis qu'on voit des looks, tu sais, ben, c'est clairement en Californie, là, cette affaire-là. Ouais. Là, c'est pas à Montréal. Là. Donc, c'est ça que ça fait une styliste aussi, on en tient compte. Moi, j'ai dit à mes clientes, là, tu vas arriver au bureau avec tes bottes, là, il va falloir que tu changes de chaussures, les bas collants avec une robe, tu sais, lesquels on met... tout ça, il faut en parler. Là. Puis, t'habilles des hommes aussi, des femmes et des hommes. Puis, est-ce que, admettons, est-ce que tu as une préférence ou est-ce que c'est plus facile d'habiller un homme? Parce qu'une femme, il y a beaucoup d'accessoires, justement, les collants, les bijoux. Les hommes aussi ont des bijoux, mais y a-t-il quelque chose que tu aimes plus? Bien, j'aime beaucoup travailler avec les hommes pour... Ben, c'est un petit peu plus expéditif. Les gars, ils viennent en général, bien, je ne veux pas faire de grosses généralités, là, mais les gars, quand ils viennent, souvent, c'est des hommes d'affaires, ils viennent pour l'efficacité, ils veulent que ça se passe vite, ils veulent pas faire plein de boutiques, ils veulent que ça soit efficace. Donc, ça, j'aime ça pour ça. C'est comme un deal de business, puis... ça se passe... rapide et efficace. Oui, c'est ça. Le processus se passe vite. Les femmes, souvent, on est plus dans l'expérience. Dans l'expérience, c'est dans connecter, et dans se parler, dans se comprendre et dans se connaître. Là, okay. Donc, ça, c'est la différence. Je pourrais pas te dire que j'en aime un plus que l'autre. Là. Vraiment, j'aime avoir les deux. J'aime aussi quand ils viennent les deux en même temps. Ça, c'est le fun. Je fais des couples des fois. Donc là, ils viennent un couple ensemble, puis là, le mari peut donner son avis sur les kits de la femme, puis l'inverse aussi. Ça, c'est le fun, puis je trouve que ça fait une belle expérience entre eux pour se connaître, s'entraider. Puis quand ils vont être à la maison, ils vont pouvoir s'aider aussi à partir des conseils que j'ai donnés. Puis, admettons justement que ça fait longtemps que tu vois certains clientes, comment tu fais pour évoluer avec elle dans son style ou avec lui dans son style? C'est après plusieurs années. Oui. Bien, ça me fait penser à un exemple. J'ai une cliente que ça fait peut-être 5-6 ans qui vient me voir à toutes les saisons. C'est une femme qui aime beaucoup la mode, qui est une PDG de compagnie. On a travaillé son style, puis depuis 2-3 saisons, on était à peu près dans la même affaire. Et là, elle m'appelle, puis là, elle me dit, bien là, j'ai le goût d'autre chose. Wow, comme ça. Là. Comme ça. Okay. Je suis dans un autre mood. J'ai le goût d'autre chose. On était dans un look plutôt minimaliste, très parisien. Apportait beaucoup de jeans. Cela dit, j'ai le goût d'un peu plus de structure. J'ai envie de revenir au veston. J'ai le goût de la couleur. Donc, souvent, j'y vais avec les moods. Tu sais, mes clientes, ils m'écrivent, j'ai besoin de tel vêtement. OK, fine. Mais je dis, au-delà de ça, t'es dans quel espace? Ouais. C'est quoi tes prochains projets ou c'est quoi tes... Oui, puis tu vas faire quoi cette saison-ci, puis c'est quoi vos voyages, puis en famille, vous allez faire quoi, ou est-ce que tu as des voyages de business? Est-ce que, tu sais, au bureau, ça, c'est bien important, combien de jours semaine au bureau, en télétravail? T'es-tu toujours avec les mêmes collègues ou tu rencontres des clients différents puis tu peux mettre ton même kit les 5 jours, tous les jours, toute la semaine parce que c'est des clients différents ou tu es avec des collègues, c'est les mêmes collègues? Ça va beaucoup changer au niveau de la garde-robe, tu sais. Donc, tout ça, c'est des questions vraiment intéressantes à se poser avec la personne, mais il y a tout un processus. Puis, ce que je leur dis toujours, c'est « trust the process ». Fais confiance au processus. On va faire étape par étape, ce que souvent, quand on est seul, on ne fait pas. On veut que ça apparaisse tout seul dans le garde-robe. C'est ça. Puis, tu sais, justement, souvent, c'est démotivant quand tu te sens pas bien dans quelque chose.
sais, quand tous tes vêtements, tu les vois tous les jours, puis t'es comme, mais voyons, je sais pas quoi porter. Ouais. C'est ça qui démotive aussi, puis qui aide à... Tu sais, justement, quand t'as quelqu'un qui se sent pas bien dans ses vêtements, puis qui a de la misère à trouver son style, comment tu fais? Tu sais, c'est quoi la première étape à la place... Ben, pas à la place, Ouais. mais autre que comme trust the process, c'est quoi le... Oui. Bien, la chose qu'il faut faire, quand la cliente m'appelle puis qu'elle me dit vraiment là, que sa garde-robe est pleine, qu'elle n'est jamais bien dans ses vêtements puis qu'elle ne sait jamais quoi porter le matin, la plupart du temps, je vais lui conseiller que j'aille à la maison. Si elle n'a rien dans le garde-robe, ben là, c'est pas... Mais si le garde-robe est plein, c'est quoi qui accroche? C'est quoi qui fait? C'est-tu les achats qu'elle fait? Tu sais, il y a comme un diagnostic à faire. Cette semaine, je suis allée chez une cliente qui, justement, a un style très classique. Sa penderie remplie de cachemire, de jeans et de T-shirts. Tu sais, j'y ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu veux avoir du style? Elle dit oui. Mais elle dit, je porte juste ça. Donc là, ben, j'ai dit, ben là, il y a une décision à prendre. Est-ce que tu veux faire évoluer un petit peu ton style pour ajouter des accessoires, élever un peu ce qu'on fait, ou tu veux rester dans quelque chose de très simple? Tu sais, fait que le diagnostic est un peu là. Si tu achètes toujours les mêmes vêtements, ou ce que je vois aussi beaucoup, c'est une fille qui a un type de silhouette, qui veut se sentir vraiment sexy, mais qui va juste s'acheter des vêtements oversize parce que c'est ça qu'elle voit sur Instagram. Bien, peut-être que le vêtement qu'elle s'achète, puis comment elle veut se sentir dans son vêtement, c'est différent. Ça doit être difficile aussi, même pour elle, de prendre l'étape de plus puis d'être comme, OK, oui, je suis prête à évoluer dans mon style. C'est ça. C'est pas facile. Des fois, de se dire, OK, je lâche le passé. Bien, des fois, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise, OK, ben là, il faut prendre une décision. Tu sais, Est-ce que tu restes dans ta zone de confort ou tu changes un peu? Tu sais? C'est ça. Mais ce qui arrive le plus aussi pour les clientes qui sont bloquées, c'est souvent qu'elles pensent qu'elles sont pas bonnes pour agencer, mais c'est juste qu'elles n'ont pas ce qu'il faut dans la garde-robe. Parce que Là, tout le monde j'arrive, est je capable. dis, c'est ça. Ouais. Je dis, j'arrive dans la garde-robe, puis je dis, c'est pas que t'es pas bonne, là, puis que t'as pas de talent, puis que t'as pas de style. C'est pas ça, t'as pas ce qu'il faut. C'est comme de vouloir faire un gâteau, puis t'as juste de la farine. Ça fonctionne pas. Il manque des éléments. Il manque des accessoires. Il te manque des tops. Il te manque des... Tu sais, il faut aller les chercher, là. Puis, justement, fait que, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à renouveler sa garde-robe, mais sans dépenser une fortune? Oui. Bien, c'est certain que là, on a l'option du seconde main, mais c'est des heures en friperie. Mais je connais une bonne styliste qui a un service pour vous aider à aller trouver des choses en friperie. Ça ferait plaisir n'importe quand. C'est ça, c'est des styles différents aussi. Puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a aussi qui veulent avoir des vêtements, justement, pas nécessairement Zara, etc., mais de bonnes marques. Ben, moi, en tout cas, je te ferais confiance pour aller me trouver des pépites puis des belles pièces dans les friperies. Et puis, ça prend beaucoup de patience. Ah ouais. Moi, je ne l'aurais pas. 100%. Parce que c'est sûr que quand tu vas dans une boutique, il y a une mise en marché. Ah oui, mais c'est pas facile. C'est pas la même chose en friperie. En fait, c'est de chercher chaque rack, en fait, un en un, ça prend beaucoup de temps, mais c'est sûr que comme pour trouver les petites pièces par-ci par-là, des fois, il faut que tu en fasses plusieurs. Mais ça, tu as vraiment friperies. l'œil. Ça, je confirme que tu as vraiment l'œil. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez faire, aller en friperie. Après ça, faire revivre vos vêtements que vous avez déjà. Donc, mais pour ça, il faut faire un inventaire. On peut pas passer... Tu sais, il faut passer un vêtement après l'autre. Est-ce que je le porte? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il est désuet? Est-ce qu'il me fait encore? Et garder juste qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe. Puis là, après ça, jouer à faire des outfits. Puis une façon qui fonctionne bien, c'est vous regardez des inspirations sur, mettons, Instagram, Pinterest ou dans des magazines ou dans des blogs. Puis là, vous avez, mettons, 10 images de look que vous aimez, puis vous essayez de les reproduire dans votre garde-robe avec ce que vous avez. Puis les items qui vous manquent, ça devient votre plan d'achat pour pouvoir aller les magasiner, soit en friperie ou soit en magasin. Oui, ça aide tout le temps. Moi, j'adore ça. Pinterest, je passe ma vie sur ça. Ouais. Me faire des tableaux de look, puis je me dis, OK, oui, ça, tu sais, ça m'aide un peu à sortir de ma zone de confort. Semaine prochaine, j'essaie ce look-là. Puis là, j'essaie de voir avec qu'est-ce que j'ai chez moi. Puis Oui. Puis ça nous donne, tu sais, puis on n'est pas obligé de tout acheter en même temps. On peut l'étaler sur
plusieurs saisons, mais il faut acheter de la qualité parce que sinon, on est toujours en train de recommencer parce que les vêtements perdent leur forme, tu sais, après deux lavages et tout ça. Mais si vous bâtissez tranquillement, moi, ce que je fais, c'est à chaque saison, je me garde dans mon téléphone une liste d'items que je veux. Comme là, mon espadrille était sur ma liste. Fait que quand je suis allée en magasin puis je l'ai vu, je l'achète parce que je le sais qu'il est sur ma liste. Je suis pas en train d'acheter n'importe quoi juste parce que c'est un coup de cœur, puis j'ai un flash que je veux ça. Puis quand je veux en voyage, par exemple, je m'en vais au week-end à New York, j'ai encore ma petite liste que j'avais faite il y a 2-3 mois. Fait que quand je fais comme, OK, je vais acheter ça, j'ai une impulsion, bien, est-ce que c'est sur ma liste? Oui, tu le sais déjà que... Parce que c'est vrai que c'est facile de se dire, tout est beau dans le magasin, je vais acheter n'importe quoi, mais après, tu as 14 paires de jeans dans ton... Exactement. Ouais. Puis on est porté à acheter toujours la même affaire. Il y a des pièces qu'on est confortable d'acheter parce qu'on sait qu'on se trompe moins. Donc là, j'arrive dans des garde-robes, puis par exemple, plein de pantalons, pas de top, plein de tops, pas de pantalons, ou aucun accessoire, ou, tu sais, on a tendance à racheter les mêmes choses. Puis moi, j'ai essayé de me challenger un peu ces derniers mois à trouver un peu plus d'accessoires parce que je trouve que ça aide vraiment à élever un style, comme on parlait au début avec ton foulard, tes bijoux. Puis moi, c'est les ceintures qui m'ont vraiment attirée ces derniers temps. Puis je trouve que ça change tellement un look juste d'ajouter une petite ceinture. Oui, mais tu sais qu'il y a 4-5 ans, les ceintures, c'était tellement out. Ah là. oui, jamais j'aurais mis ça de ma On vie. était juste dans le minimalisme, on mettait pas de ceinture, on trouvait donc que ça avait pas rapport. Puis là, tranquillement, ça revient. Mais les deux éléments, là, cette saison-ci qui reviennent en force, c'est le foulard et la ceinture. Puis oui, moi aussi, j'aime la ceinture. Ça fait un point de lumière. Ça divise la silhouette. Pour celles qui ont une belle taille, ça met la taille en valeur. Pour celles qui ont moins de taille, bien, je dirais oui, y aller avec une ceinture, c'est possible, mais donnez-vous un peu plus de volume au niveau des épaules. Par exemple, aller ceinturer un veston. Donc, si tu as un peu plus de volume, un peu plus large au niveau des épaules, puis qu'après ça, tu vas ceinturer, il va y avoir une différence entre les épaules et la taille. Donc, ça va faire plus... curvy. Équilibré un peu. Oui, parce que si tu n'as pas de taille, puis que ta taille est égale à tes épaules, puis que tu vas mettre une ceinture, ça sera peut-être pas heureux. Oui. Mais justement, comment tu fais pour jouer avec ces tendances-là qui changent extrêmement rapidement depuis les dernières années? Tu sais que là, en ce moment, c'est le foulard puis la ceinture. Puis demain, ça va changer à quelque chose d'autre. Bien, je suis beaucoup dans les boutiques. Pinterest, c'est mon ami. Vogue, en ligne. Il y a un côté, je te dirais, aussi instinctif. J'observe énormément. Je vais en voyage 2 fois par année, puis c'est le temps où j'observe, tu sais, les tendances. Je vais dans les boutiques. Je regarde beaucoup les jeunes, beaucoup. Je demande beaucoup à mes assistantes. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, ça aide d'avoir une vision de quelqu'un d'autre ou de... Tu sais, il y en a qui veulent essayer de sortir full de leur... Tu sais, mettons, je pense à Eve que tu mentionnais tantôt, que, tu sais, elle voyage à Amsterdam. Eve qui travaille avec nous, oui, c'est ça. Qui est la personne qui m'aide à faire... Eve m'aide à faire les petites capsules que j'ai sur mon Instagram, que je parle des tendances, elle fait les montages, c'est elle qui met les images et tout, hyper talentueuse. Mais elle va à Amsterdam, fait qu'elle nous revient avec des choses aussi. Elle s'habille tellement bien, puis je trouve qu'elle se met tout le temps justement de l'avant, puis elle essaie des choses, elle essaie de faire des layering. Fait en tout cas, c'est une bonne inspiration. En fait, il faut avoir de l'intérêt aussi. Si on a moins d'intérêt, mais qu'on veut avoir du style, ben là, il faut se faire aider. C'est ça. Puis justement, c'est quoi que tu dirais que tu donnerais comme conseil des pièces intemporelles qu'il faut absolument avoir dans notre garde-robe? Je dirais un beau veston noir qui n'est pas nécessairement oversize puis qui n'est pas nécessairement très cintré, qui est juste comme un beau classique, en laine tropicale parce que ça fait un 4 saisons. Une laine tropicale, l'été, ça te garde au frais, l'hiver, ça te garde au chaud. Dans une coupe classique, si le noir, c'est trop dur, aller dans le marine, c'est un classique aussi. Fait que ça, je pense que le blazer, l'intemporel, mais il change, c'est le jeans. Le jeans est un intemporel, mais les coupes changent. Mais je pense que c'est bon toujours d'en avoir un week-end puis un pour le travail qui est un petit peu plus business, si on a besoin. Beau T-shirt blanc.
ceinture noire de qualité, soit un imperméable ou un manteau en laine, selon votre goût. Si l'imperméable pour vous est trop corporate, le manteau en laine un peu déstructuré. Mais les manteaux, moi, c'est ma passion. Ah oui. Un nouveau. Ça fait toute oui. la différence. 100%. C'est pour ça que j'aime tant les entre-saisons, parce qu'on peut mettre des manteaux. Ça fait toute la différence. Tu sais, un jeans, t-shirt, là, t'ajoutes un beau manteau avec un espadrille, ça le fait. Vraiment. Moi, j'ai aussi appris à aimer un peu les manteaux dans les dernières années. Puis juste aussi les manteaux au printemps, les entre-saisons, comme tu dis, c'est le fun de, une journée comme aujourd'hui, il pleut à Sio, c'est ça, de jouer avec quel manteau tu mets avec dépendamment de la température. Oui, c'est le fun c'est sûr. Puis il y a un beau pantalon noir. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que souvent, je me fais poser cette question-là par rapport aux intemporels d'une garde-robe. C'est en fonction de tes goûts puis de ta silhouette aussi. Par exemple, je te dirais, c'est le fun. En général, avoir un beau chemisier blanc, c'est bien dans une garde-robe. Mais il va-tu être cintré ou il va être oversize? Il va-tu être blanc-blanc ou il va être plutôt crème? Ça, c'est à voir selon la personne. Bien, même chose pour le pantalon noir. Le pantalon noir, va-tu avoir des plis? Va-tu être large? Ou ça va être un beau petit pantalon cigarette 7/8e, tu sais, à la cheville? Ça dépend aussi du style de la personne et de ton mode de vie. C'est ça qui est le fun. C'est ça. C'est que, oui, c'est bien d'avoir des pièces intemporelles, comme on dit, mais toujours spéciales à toi. Faut vraiment Exactement. toujours lié toi. À la personne. Puis, justement, à propos de ça, le style pour toi, est-ce que c'est avant tout une question de confort ou de créativité? Ou c'est quoi la petite touche de style, en fait, le mot que tu dirais pour décrire le style? En fait, c'est un mélange de tout ça. C'est ça qui fait le style. Moi, je ne fais pas de compromis sur le confort. J'en fais plus. Surtout à mon âge. Puis mes clientes, tu sais, souvent n'en font plus aussi. Puis c'est pas juste par rapport à l'âge, c'est depuis la pandémie aussi, on a eu un autre rapport avec le confort. Donc, depuis ce temps-là, on a vécu en mou, fait qu'on fait plus de compromis là-dessus. Donc, le confort, ça, c'est certain qu'il faut que ce soit dans l'équation. Il faut que ça respecte ton mode de vie. Même si tu aimes les tailleurs, mais que tu travailles dans une garderie, on s'entend-tu que ça ne marchera pas? Puis, important, le confort psychologique. Il y a le confort psychique, ça veut dire c'est doux, je suis confortable et tout ça. Mais si je m'en vais faire une conférence, on s'entend-tu que si je suis en pyjama, je ne serai pas confortable? Donc, c'est important d'avoir un confort psychique qui veut dire que selon la circonstance est très importante. Quand les clientes viennent me voir, souvent, ils essayent des kits, ils sortent de la cabine. « Ah, j'adore ça! » Je dis « OK, on s'en va où? »« Ah, je m'en vais prendre un verre avec des amis au centre-ville. » OK, mais c'est parce que tu y vas pas, là. Ça t'arrive pas, c'est pas ça ton mode de vie. Tu sais, t'habites à Sainte-Julie puis t'as 3 enfants. Fait que, tu sais, c'est comme... Faut revenir aux bases, se souvenir t'es qui. C'est ça, c'est quoi? Donc, la circonstance est très importante, ta personnalité. Puis, je pense que quand tout ça est au rendez-vous, ta silhouette aussi, est-ce que ça t'avantage au niveau de la silhouette? Malgré que ça, c'est moins important que ça l'a déjà été. Quoi qui a changé? Bien, moi, quand j'ai commencé en 2007, on était à propos de la silhouette. C'était la première chose. Tu sais, moi, les femmes de ma génération, là, il fallait que ça l'amincisse, il fallait que ça allonge. On était obsédés par la minceur. Mais c'est obsédé parce que, justement, on avait tellement de contenu autour de nous. Les magazines, les films. J'ai écouté The Devil's Wears Prada récemment et les commentaires qu'ils disaient, j'étais comme, mais voyons donc, ils nous laissaient écouter ça. Puis qu'ils disent que, oh mon Dieu, une taille 6, c'est tellement gros. Puis... c'est comme tout le monde, en tout cas. Ah non, il y avait beaucoup de grossophobie. Ouais. Il y avait beaucoup de jugements par rapport à la silhouette. Puis, aussi le mode la mode des régimes et tout ça. Donc, on venait de là. Et là, t'avais le droit, t'étais une silhouette poire, pomme ou je sais pas quoi. Et là, t'avais droit ou non de porter un vêtement selon ton type de silhouette. Ça a été ça, mais là, on est ailleurs. Puis grâce aux millennials qui nous ont vraiment aidés à cheminer dans la diversité, puis à dire, bon, mais on aime ça parce que
ça a du style. Puis même si ça me donne un peu de volume aux hanches, c'est pas trop grave. Mais bon, dans un monde idéal, il faut faire les deux. T'sais, tenir compte du style puis tenir compte un peu de notre silhouette parce que c'est sûr que si on a l'air 2 fois notre taille, il n'y a pas beaucoup de femmes qui aiment ça. Non, c'est ça. Puis, il faut être réaliste. Souvent, c'est ça. On le sait que l'apparence, c'est quelque chose qui est un sujet très délicat, mais que ça affecte beaucoup de personnes. Tu sais, on peut dire, là, c'est pas important l'apparence et tout ça, mais on le sait que non. Puis on le sait scientifiquement aussi. T'sais, on en a parlé au début. C'est ça. La ça première impression, c'est tout le monde en tient compte. Ben oui. Puis justement aussi, comme on disait, que s'habiller, ben ça fait changer comment on se sent. Ben encore une fois, c'est ça. Faut se sentir belle, beau dedans. Oui, puis c'est ça. C'est pas toujours facile. Oui, d'avoir tout ça au rendez-vous, mais c'est ça qui fait qu'on se sent bien dans son vêtement quand on est capable de tout mettre ça ensemble. T'sais, c'est ça la magie du stylisme. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens aussi qui m'ont demandé comment j'ai fait pour savoir c'est quoi la palette de couleurs qui me va bien ou tu sais. Ah, la Moses de palette de couleurs. T'as l'impression de retourner dans les années 80. Dans le temps, il y avait des palettes de couleurs. Là, ils nous faisaient nos couleurs. Ils appelaient ça faire tes couleurs. Puis là, il y avait des... T'allais chez une madame, puis là, elle te donnait des petits échantillons. Mais voyons donc. Oui, elle te donnait des petits échantillons de tissu qui étaient dans ta palette. Mais c'est ça qu'on voit en ce moment, là, la mode de la colorimétrie. C'est une approche qu'on voit beaucoup sur TikTok et tout ça avec les saisons. Oui, c'est ça. C'est un été, un printemps, un automne. Moi, je te dirais que cette approche-là, je l'ai testée quand j'ai commencé ma carrière, puis ça n'a pas vraiment marché. Moi, je trouve que c'est mélangeant. Ça fonctionne pas vraiment. Souvent, on n'est pas certain de quelle saison on est, puis là, ça vient que ça nous mêle plus que d'autres choses. Moi, ce que je dis par rapport aux couleurs, là, c'est bien simple. J'ai mon approche personnelle que j'ai développée. Là. Fait que les gens, on n'écoute pas TikTok, on va voir une styliste. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est un processus que je fais avec ma cliente quand elle vient me voir. Mais premièrement, est-ce que tu aimes la couleur? C'est quoi ta référence avec la couleur? Parce que si le violet, ça te fait penser à ma tante Gertrude que tu trouvais bien quétaine, bien peut-être que tu n'aimeras pas le violet. Puis, même chose, tu sais, comme c'est quoi ta référence à la couleur? Est-ce que c'est une couleur que tu aimes? Est-ce que tu as une bonne, je le répète, référence à cette couleur-là? Première chose. Fait que c'est quoi tes couleurs préférées? Tu peux t'en choisir quelques-unes dans les couleurs et quelques-unes dans les neutres. Les neutres, on parle de beige, blanc, noir, gris, bon, tout ça. Tu choisis quelques couleurs-là, quelles couleurs punchées. Et après ça, est-ce que tu l'assumes sur toi? Parce que tu peux l'aimer dans ta décoration, tu peux aimer cette couleur-là dans la vie, mais est-ce que tu assumes de la porter? Parce que souvent, ça va en fonction de la personnalité. Si c'est une personnalité très introvertie, puis que, mettons, le rouge est dans ta palette parce que tu es une automne, bien là, tu vas porter le rouge, puis tu vas te sentir mal parce que tu vas rentrer dans une pièce et tout le monde va te regarder, c'est prouvé. Donc, est-ce que tu assumes la couleur? Et ensuite, est-ce que ça te va bien au teint? Pour savoir si ça te va bien au teint, si tu mets la couleur devant toi, que tes yeux s'illuminent et que ton teint est assez unifié, ça te va bien. Si les imperfections de ton teint, tes cernes ressortent et que ça t'éteint un peu, ben c'est une couleur qui te va moins bien. Parce qu'admettons, tu sais, des gens qui ont la peau très, très pâle, souvent, tu sais, le blanc, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile ou que les gens le qui crème. ont les cheveux roux, tu sais, le rouge, le rose, c'est le orange, c'est comme... Mais tu sais, c'est encore personnel à chacun parce qu'il y en a qui aiment le fait que ce soit en harmonie, tu sais, avec ou en ton sur ton. Mm-hmm. Certaines teintes de rose avec des rousses qui vont bien. Puis certaines teintes de orangé, mais il y a des femmes qui sont rousses qui vont dire jamais je vais porter du orangé. Voyons, je vais avoir l'air d'une citrouille, ça marche pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut en parler puis toucher tous ces. Mais les trucs que je vous ai donnés, ça fonctionne assez bien. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois souvent qui ont été commises par des clients? Est-ce que des fois, tu peux dire qu'il y a des erreurs, en fait avec le style puis avec... Bien, pour moi, l'erreur ultime, c'est de ne pas être conscient de notre image. OK. Que l'image a de l'importance. Mm-hmm. C'est faire comme si ça n'avait pas d'importance. Ça, c'est l'erreur ultime. Tous les faux pas découlent de là. Parce qu'à partir du moment où tu ne prends pas conscience que ça a de l'importance, ben tu négliges, puis là, tu fais des faux pas. Donc, pour moi, ça, c'est l'erreur ultime.
Puis aussi, pas vouloir revenir à quelque chose que tu as déjà porté dans une autre époque. OK. J'entendais souvent, si tu l'as déjà porté, tu le reportes pas. Puis moi, je trouve que c'est le contraire. L'affaire, c'est que c'est, tu sais, comme par exemple, là, les foulards reviennent. Si tu as été dans une époque que tu as beaucoup porté de foulards, puis qu'à un moment donné, tu n'étais plus capable et que tu trouvais ça out, puis là, ça revient, puis que tu n'as pas envie de le porter, fine, porte-le pas. Mais sois quand même consciente que c'est revenu. Là, c'est tendance. Moi, c'est ça que C'est je plus trouve. comme c'était avant, là. Mhm. Comme les skinny jeans, je trouve que ça, c'est C'est un gros difficile, sujet, ça. mais ça recommence à revenir, tu sais, un peu plus droit, un peu plus Ouais. peu à peu. Mais c'est ça, moi, le jour où ça va totalement être revenu, ça Moi, va je suis pas être prête au compliqué. retour du jogging. Ah oui, non, jamais. Le jogging, Les- je veux mourir. Le skinny jeans qui est pas moulant aux genoux et à la jambe, qui est juste près du corps, moi, je suis tout à fait Oui, pour. droit. Parce que je trouve, c'est ça, parce que je trouve qu'il y a avantage. Des fois, le baggy jeans, quand tu es toute petite, toute mince, toute fine, toute jeune, ça marche. Mais c'est pas toujours avantageux un baggy jeans là, sur une femme de 40 ans surtout quand elle a eu des jeans très près du corps, ça minimisait, tu sais. Donc, mais écoute, ça, là, c'est épouvantable. Ça a été une crise, là. Quand les femmes ont appris que le jogging et le legging, le jean skinny s'en allaient, puis qu'on était dans des pantalons plus larges, là, j'ai eu des appels. Ça a Mais été je des pense moments de crise. C'est encore difficile aujourd'hui, Ouais. non, de faire changer des clientes à quelque chose d'un peu plus large. Oui. Puis là, ils veulent beaucoup me dire que ça revient. Bien, je dis oui, ça revient. Ça fait 4 ans que t'es out. C'est ça. Pas encore, là, pas trop. C'est ça. Justement, avec tous ces petits changements-là, puis on parle, tu sais, avec After Me, l'évolution dans la mode durable et tout, toi, comment tu vois ça? Parce que, tu sais, je pense que ça peut pas partir, là. Le Zara, le Uniqlo et toutes ces marques-là, on va pas se le mentir, tout le monde va acheter là-bas. Ouais. Justement, il y en a qui aiment ça et qui trouvent que les friperies, le seconde main ou les marques locales, c'est plus difficile, c'est cher, etc. Toi, comment tu vois En ça? fait, les le gens futur? n'osent pas payer plus et aiment le fast fashion parce qu'ils ont tendance à faire des erreurs quand ils achètent. Fait que la conséquence est moins pire quand le vêtement il est cheap et qu'il est pas cher. Quand tu achètes un vêtement très cher puis que tu te trompes, ça fait mal. Donc, l'idée, c'est d'essayer de pas se tromper, de se connaître, de reviser sa garde-robe, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin, un peu tous les trucs qu'on a donnés, de te faire accompagner par quelqu'un pour essayer de ne pas faire d'erreur quand tu achètes des vêtements qui sont plus de qualité. Le fast fashion ne va pas partir à cause de ça parce que c'est facile, parce qu'il n'y a pas de risque, parce que tu ne regrettes pas d'avoir payé cher pour quelque chose que tu ne portes pas. Mais on peut s'en distancer. On peut faire un mélange des deux aussi. Tranquillement apprivoiser le vêtement qui est de qualité. Tu sais, je pense qu'il faut aussi être capable de reconnaître la différence entre la qualité puis... parce que les gens ne le savent pas toujours. On n'a pas au Québec une grande éducation vestimentaire. Et pourtant, on est quand même une ville, c'est ça qui est quand même connu. Tu sais, je pense que Montréal, c'est quand même un peu connu internationalement parce qu'on a quand même des designers. Puis... Bien, pour notre côté artistique, mais pas tant pour la mode Ouais. comme telle. Mhm. Tu sais, on est connu pour être artistique, pour être ouvert d'esprit, pour avoir de la personnalité, mais je ne sais pas au niveau des designers, tu sais, puis au niveau les designers, ils se font pas aider, tu sais, beaucoup du gouvernement, puis les gens en mode non plus. C'est que, tu sais, c'est difficile pour eux autres de rester en vie Mhm. parce que s'ils veulent confectionner ici... ça coûte beaucoup plus cher que de C'est ça. faire affaire en Chine. Puis pourtant, c'est tellement différent, justement, quand tu touches un... Tu sais, des fois, je mets un chandail acheté, je sais pas, de chez Zara. Puis après ça, je mets quelque chose que j'ai acheté peut-être d'une plus petite boutique ou, je sais pas, d'Euro ou quelque chose qui est Ouais. de vraiment bonne qualité. Puis je vois la différence aussi, comment je me sens. Puis après plusieurs lavages, comme on parlait, tu sais, que c'est encore Ouais. en bon état. Puis... Toi, c'est qui les designers québécois que t'aimes? Puis que... Parce que
il y en a des émergents. Moi, c'est sûr que moi, j'ai mes références. Puis, tu sais, quand je vais pour des robes de soirée, je vais beaucoup... Tu sais, moi, j'ai toujours aimé Marie Saint-Pierre. Ouais. J'ai des classiques, là. Tu sais, j'achète beaucoup Iris Setlacqui, qui est une marque, tu sais, pour des tailleurs et tout ça. Mais au niveau des designers émergents, j'en connais quelques-uns, mais je suis curieuse de savoir les tiens. Ben, ces temps-ci, je suis très proche des filles de l'usine. OK. Fait que c'est 2 filles qui font surtout des vêtements, des vestes en matériaux recyclés. Wow! Puis elles font aussi des choux pour les cheveux. Puis elles ont récemment sorti leur sac. Et là, j'en ai acheté un parce que c'est comme un... Tu sais, on parle beaucoup de gros sacs oversize ces temps-ci. Puis elles ont sorti ça un peu comme carré. Puis il y a de la place pour rentrer mon iPad. Vu que je fais 10 000 choses dans mes journées, ben là, tout rentre là-dedans. Fait que ça, c'est une marque que je trouve que ben c'est ça vient quasiment d'être créé. Fait que, les filles de l'usine. Les filles de l'usine. Super. Ça serait comme un petit coup de cœur ces derniers temps. Mais c'est sûr que, tu sais, sinon, je pense que je magasine beaucoup en ce moment, plus dans des boutiques vintage comme Seconde, boutique Take 3. Fait que même moi, je suis en train de découvrir des créateurs, en fait, d'ici, de Montréal. Il y avait la boutique que tu m'avais fait connaître que j'aime beaucoup. J'y vais souvent, Bettina Lou. Oui. Je les adore. Ils font des bons choix. Il y a du local. Il y a aussi des importations, mais plus européennes, parce que là, il y a toute l'histoire aussi des marques américaines. C'est sûr qu'on va toutes faire attention pour en acheter un peu moins. Mais, tu sais, il ne faut pas tout laisser aller non plus. Tu sais, je veux dire, il y a des marques californiennes avec des présidents de compagnies comme, je pense à Rails, qui sont californiens. Le propriétaire est adorable. C'est certain qu'il n'est pas pro-Trump. Tu sais, en quelque part, il ne faut pas non plus tuer des marques. Non, exact. Mais reste que c'est ça, il va falloir faire des choix puis s'informer sur les compagnies. Oui, ben c'est ça que j'aime de Bettina Lou, c'est que la propriétaire s'informe vraiment sur leurs valeurs et justement comment ils traitent leurs employés. Fait que c'est ça que j'aime, que quand tu vas là, ben tu sais exactement ça vient d'où, puis que ben c'est des valeurs aussi qui sont pures. Puis je sais qu'il y a une marque, admettons, là-bas que j'aimais beaucoup, qui est canadienne, A Bronze Age. Fait que c'est A Bronze Age, c'est pas, c'est tout différent. Puis, tu sais, j'aimais vraiment, c'était comme un peu funky tout en étant aussi intemporel. Fait en tout cas, je trouve que c'est plein de belles petites marques qui viennent, c'est ça, d'ici ou d'ailleurs, mais que... Ils ont une histoire, sont éthiques. Ça, souvent, exact. ils font des recherches sur leurs fournisseurs. Oui, c'est ça. Oui. Je trouve que c'est... On les salue, moi, je les aime bien. Oui, vraiment. C'est si jamais sur Beaubien et Henri-Julien, petite boutique vraiment le fun, ouvert du mercredi au dimanche. Je vous invite à y aller. On a bientôt fini. J'aurais encore une petite question pour toi. Je sais que tu fais aussi des fois des shootings photos pour justement soit des artistes ou des magazines. Comment tu fais pour te préparer pour des événements comme ça quand en plus tu as tes clientes? Tu sais, ça doit quand même être beaucoup de travail. Je sais pas si on pense au même, là, dans un hôtel qu'on avait fait ensemble. On avait travaillé pour un magazine, puis Maïra était venue m'assister, puis on était dans une chambre d'hôtel, puis il fallait faire des looks, puis ben écoute, c'est quand on fait du magazine, on est dans un mode créatif. Donc, moi, de la façon que je fonctionne, c'est que je fonctionne avec des mood boards pour me mettre dans un esprit général. Après ça, je vois les fournisseurs avec qui je veux travailler, les marques, les fournisseurs, puis ceux qui acceptent aussi, parce qu'on s'entend qu'il faut demander la permission pour emprunter des vêtements. On ne va pas juste acheter et faire des retours parce qu'on nuit à tout le monde qui fait du stylisme. Oui, c'est ça. Et les gens le portent toute la journée aussi. Oui. Puis là, c'est rapporté au magasin après, c'est pas une bonne chose. Donc, on se trouve des collaborateurs. Puis l'idée, ce qui m'aide le plus, ce que j'ai toujours fait, moi, c'est tu veux raconter une histoire. Puis c'est de travailler en équipe. Donc, le photographe, la vision du photographe, tu sais, moi, je me colle beaucoup à la vision du photographe. Après ça, tu sais, maquillage, coiffure, d'être tout le monde sur la même page. Puis, après ça, on lâche prise. Le jour même, il faut lâcher prise puis il faut laisser faire
la magie de la création. On se prépare du mieux qu'on peut, puis après ça, on y va avec l'intuition, la création. Là, la mannequin, tu sais, des fois, tu as un look en tête, tu vas le mettre sur la mannequin, ça ne fonctionne pas. Fait que là, il faut que tu t'ajustes sur le moment. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, on est beaucoup dans la spontanéité, là. J'adore ça, c'est très exigeant. Oui, c'est ça. Ça doit être très Puis différent. dans le domaine, c'est que c'est pas payant non plus. Ouais. Tu sais, les magazines n'ont pas beaucoup de budget pour ça. Bon, les magazines, les blogs et tout ça. Donc, tu peux pas vivre nécessairement de ça. Il y en a qui vivent de ça, mais sont quelques-uns. Tout le monde se bat pour le poste, tu sais, dans un magazine. Donc, moi, tu sais, je veux dire, je l'ai toujours vu comme des projets d'inspiration que je fais quand j'ai le temps, tu sais, off-season. C'est un beau plus à avoir, tu sais, C'est à ça. côté. Puis c'est pour la visibilité, pour mettre dans ton portfolio. Puis c'est aussi pour rencontrer des gens avec qui, tu sais, tu vois si tu aimes travailler et tout ça, là. Ben, merci beaucoup. C'est fini pour mes questions, mais j'ai des questions des auditeurs, en fait, qui... Ça, j'adore ça! Je leur ai annoncé qu'il y avait une styliste qui venait. Donc, la première question d'un de nos auditeurs... donc, avec la démocratisation des réseaux sociaux, il doit y avoir quand même des gens que ça affecte la confiance en soi, comme on a parlé un peu. Est-ce que tu crois que les gens viennent te voir à cause d'un mal-être qui vient des réseaux sociaux? C'est que les gens peut-être se jugent, se comparent. Donc, tu sais, de venir te voir, c'est peut-être comme une sorte de thérapie, un peu. Oui, oui. Je sens qu'il y a une pression en lien avec les médias sociaux. De l'espèce de vie parfaite, du kit parfait, d'avoir, tu sais. Puis on sait toutes que c'est pas vrai, là. Fait que ça, on en parle ouvertement. Moi, je pense que je suis là pour rassurer, pour désamorcer. Mais oui, je sens une pression. Mais c'est notre job aussi. Tu sais, moi, j'ai une fille de 14 ans. C'est notre job aussi en tant que parent, en tant que professeur, en tant que, je sais pas, coach ou quand on a des collègues de travail, de se rassurer entre nous puis de se dire que c'est pas la vraie vie, tu sais, puis d'essayer d'être réaliste dans ce qui est possible, là, tu sais. Puis, en fait, moi, je suis pas d'accord avec avec la mode quand ça met une pression. Il faut pas qu'il y ait de pression associée. Dès qu'il y a une pression de l'obsession de la minceur ou d'avoir le kit parfait ou ci pis ça, bien, moi, je débarque. Mais c'est ça qui est pas le fun. Souvent, c'est que tu te dis « Oh non, là, j'ai un souper avec les amis, puis là, je sais qu'eux, ils s'habillent toutes bien, puis non. » Puis, tu sais, il faut se laisser aller puis se dire « Hey, je m'aime comme je suis. » Puis qu'est-ce que j'ai envie? C'est ça, exact. Si tu as envie d'y aller confortable avec un jeans et un chandail blanc, ben ça va être parfait. Puis tant que toi, ton énergie est positive, ben c'est ça qui fait tout aussi d'un outfit, tu sais. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de codes, puis il n'y a plus beaucoup de faux pas. Tu sais, ça, c'est une affaire qui est le fun. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de faux pas. Tu mettais pas telle chose avec telle chose. Tu mettais pas ça en fonction de ta silhouette et tout ça. C'est plus ça. Tout est assez accepté. Donc, il faut pas avoir peur de faire nécessairement des faux pas. Mais il faut se faire confiance que quand on se regarde dans le miroir de comment on se sent, quand tu te regardes dans le miroir et tu fais « OK, ça marche » puis que tu te sens bien, bien, fais confiance que ça fonctionne. Fait que c'est comme en fait partir une entreprise. Lance-toi. C'est ça. Il faut se lancer, il faut se faire confiance. C'est quelque chose. Puis ça me fait penser, mini parenthèse, mais récemment, j'ai vu le film The Substance. Ah, mon Dieu. Moi aussi, je l'ai vu. J'ai fait des cauchemars vraiment toute la nuit. J'en ai parlé hier, justement, avec un ami. J'essayais d'y expliquer le film. J'ai dit, écoute, il faut que tu le vois, c'est trop difficile à expliquer. Vraiment. Mais c'est une bonne critique, je trouve, de justement apprendre à t'aimer comme tu es. Puis tu es qui tu es, puis c'est ça. Faut pas essayer de changer trop la personne parce que sinon tu te déformes au complet. Ah, mon Dieu, mais c'est à voir, par exemple, mais tu sais, il faut savoir qu'ils sont vraiment allés dans un extrême pour faire comprendre que ça n'avait pas d'allure. Oui, ouais, vraiment. Performance des actrices. Elle mérite son Golden Globe haut la main. Et wow, oui, vraiment. Sinon, la deuxième question d'une de nos auditrices est, est-ce qu'il y a des clients plus difficiles à habiller, voire presque impossibles?
J'en ai pas rencontré souvent dans ma carrière. Je peux peut-être me rappeler 2 fois où ça n'a pas fonctionné puis que j'ai recommencé au complet, en sachant très bien que c'était pas nécessairement de ma faute, mais j'abandonne jamais personne. Tu sais, je leur dis toujours quand ils sont insécures, je leur dis de toute façon, si jamais ça marchait pas, je recommencerai. Donc, tu sais, pour les rassurer qu'ils vont... Parce que souvent, les clients, quand ils veulent prendre rendez-vous, tout ça, ils ont peur d'arriver puis qu'il n'y ait rien qu'ils aiment. Puis là, qu'ils soient gênés de le dire, que ça leur fasse pas et tout ça. Mais bref, je te dirais que quelqu'un qui veut être autre chose que son essence, tu sais, qui veut être quelqu'un d'autre, c'est difficile. Puis quelqu'un qui est très complexé aussi, c'est difficile, mais ça se gère. Parce qu'à partir du moment où on accueille nos complexes, puis moi, ce que je dis toujours aussi aux clientes, c'est les complexes, on ne va pas essayer de les camoufler. Si tu trouves que tu as des grosses cuisses ou que tu n'aimes pas ton ventre, on ne va pas essayer de camoufler. Nomme-moi 2 choses que tu aimes sur toi, puis on va les mettre en lumière. Fait que de travailler à la positive et non à la négative, ça, c'est le truc. C'est vraiment de dire qu'est-ce que j'aime de moi. Je trouve que j'ai des belles jambes. OK, bien, je vais me mettre des petites bottes puis une jupe courte. Puis, tu sais, j'aime moins mon ventre, bien, je vais mettre un haut lousse ou un chandail oversize. Bien, ça le fait. Tu sais, quand il y a beaucoup de mal d'être puis que la personne n'est pas ouverte à changer ou à voir les choses différemment, ça, c'est difficile. Mais puis, c'est jamais impossible, alors. Non, c'est pas impossible tant qu'il y a d'ouverture. Mais je te dis, ça m'arrive pas souvent parce que les gens, quand ils décident qu'ils t'appellent puis qu'ils viennent te consulter, c'est parce qu'ils sont prêts. Oui, c'est ça qui le fait. C'est souvent dans des passages de vie aussi. Tu sais, une séparation, passage à la vie adulte versus la vie d'étudiant. Tu sais, c'est des passages, fait que t'accompagnes cette personne-là dans un passage de vie, c'est super significatif, c'est vraiment valorisant. C'est sûr que ça doit être beau de voir l'évolution du début, tu sais, la première rencontre à la fin de... elle a tout son style, puis... Oui. Puis, tu sais, aussi, la chose qui est difficile, c'est quand, tu sais, moi, j'ai eu des clientes qui pensaient que j'étais chirurgienne, là, tu sais. Dans le sens que, avec les vêtements, je peux jouer un peu, tu sais, puis amincir, puis tricker, puis faire des choses, mais je peux pas te faire une chirurgie. Puis, une dernière question, est-ce que tu as des recommandations de chaussures ou une paire de chaussures qui est faite pour toutes les occasions? Ah, bien, ça, je suis pas d'accord. OK. Je suis pas d'accord avec ça. Ça se peut pas vraiment. Je le recommande pas. Je pense que ça prend au moins 2-3 paires de chaussures, mais le Québécois veut beaucoup avoir une paire de chaussures et la mettre avec tout. Mais c'est vrai. C'est difficile. C'est un Converse dans un bal, c'est pas très... Ben c'est ça. C'est que... Puis la chaussure... Je suis désolée, mais c'est vraiment important. Tu peux pas... Tu sais, si tu mets bien des efforts sur ton look puis qu'à la fin, tu t'en vas mettre ta vieille savate avant de sortir de la maison, même chose pour le manteau, tu peux tout bousiller. Fait que soit ça va élever ton look ou ça va le bousiller. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Donc, moi, je te dirais 2 ou 3 paires de chaussures selon les situations. Tu sais, comme par exemple cet été, si tu as un espadrille de ville ou sport, dépendamment ce que tu aimes mieux. Tu as un espadrille, tu as soit une ballerine ou un loafer, dépendamment de ce que tu aimes plus. Tu sais, il y a des filles qui me disent, ben moi, la ballerine, c'est trop fille pour moi. J'aime mieux le loafer. Puis il y en a qui disent, le loafer, pour moi, c'est trop sévère. Je me sens comme une maîtresse d'école. J'aime mieux une ballerine, c'est plus léger. Fine, mais un des deux. Puis après ça, petite bottillon, petit talon, pas besoin qu'il soit haut, mais te donner un peu d'auteur quand tu veux mettre une robe ou que tu veux te sentir un peu plus sexy. Moi, je pense qu'avec ces 3-là, ou une sandale, si jamais tu n'as pas de bottillon, là, une sandale, c'est sûr que c'est le fun aussi. Un peu plus équilibré. Puis même pour les hommes, admettons, ça serait quoi l'équivalent de tout ça? Bien là, les hommes, cet été, il y a beaucoup de retour du loafer, puis c'est le fun parce que c'est confortable. Mais là, c'est ça. Les hommes de 40-50 vont dire que c'est out parce que ça a été out il y a 10 ans, mais là, ça revient. Fait que là, il faut que je leur dise, ça revient. Fais confiance, ça marche. Le loafer, puis l'espadrille, je pense que c'est un loafer confortable, style bateau un peu, puis un espadrille, c'est le fun. Mais c'est sûr que si tu travailles dans un bureau, ça te prend aussi une chaussure lacée ou un loafer plus habillé, tu sais, qui n'est pas un loafer décontracté. Fait qu'encore une fois, ça dépend de ton mode de vie, ça dépend de ton style. Mais fait que
N'ayez jamais une seule chaussure pour toutes les occasions. Moi, je pense qu'une chaussure pour toutes les occasions, là, c'est sûr qu'il y a une occasion à un moment donné que tu vas être un peu à côté de ta chaussure. C'est un bon truc Tu vas faire un faux pas. Oui, c'est ça. On va passer à notre dernier segment, donc la pièce à sauver. Donc, oui, j'adore cette affaire-là. Le principe est simple. Si tu devais déménager sur une île déserte, quelle pièce de vêtements ou accessoires tu prendrais avec toi? Mon petit sac Chanel que j'ai acheté, il est hyper symbolique. Ces temps-ci, je le porte pas beaucoup parce que, écoute, j'ai tellement magasiné avec que je l'ai un peu déformé. Ouais, je me souviens. Oui, il passait par là. Mais c'est un petit sac wallet qu'on appelle le format wallet. Fait qu'il est juste, c'est correct pour un téléphone, un portefeuille puis un rouge à lèvres. Je l'ai acheté dans une vente de succession en ligne que j'ai faite. Là, on bidait d'une dame de Montréal qui collectionnait les Chanel. Puis elle venait de décéder, puis tous ses sacs étaient en vente. Et je commençais After Me à ce moment-là. C'était dans le temps de la pandémie. C'est le premier item que j'ai acheté moi-même pour la collection After Me. Fait qu'il est très symbolique pour moi, ce sac-là. Puis ma chaussure Prada à talons hauts. Qui fonctionne à toutes les fois que j'ai besoin d'une chaussure à talons hauts, qui est juste la parfaite chute de chaussure pour pas avoir mal aux pieds et porter un talon haut toute la soirée. Ça, on aime ça parce que c'est pas mal difficile. Mais t'as vu, j'ai pas été capable d'en dire juste un, j'en ai Oui, dit mais deux. c'est pas grave. On commence comme ça, à un moment donné, on va raffiner ça. Alors, merci beaucoup, Isabelle. C'est déjà ce qui conclut la fin de notre premier épisode avec Mom en mode. Ça l'a passé tellement vite, on dirait que je me souviens déjà plus de ce qu'on a discuté dès le début de l'épisode. Fait que j'ai bien hâte que les auditeurs puissent écouter tout ça et même moi, le réécouter à nouveau. Et puis pour les auditeurs, si jamais vous avez envie d'aller suivre Isabelle Gauvin sur Instagram et Facebook, eh bien, elle publie des conseils à toutes les semaines, donc c'est super pertinent d'aller voir ça. Et qui sait, on aura peut-être un épisode 2 avec elle. Alors, on se tient au courant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, puis on va peut-être se refaire ça. Merci d'avoir écouté Mom en mode, ton rendez-vous mode entre découverte et style. À très vite pour un nouveau moment.